Monsieur Serge Trigano, qu'on applaudit très chaleureusement, Serge. Merci d'être parmi nous. Alors, vous allez voir, avec Jean-Pierre, c'était bien, mais avec Serge, ça va être formidable, quoi. Alors, quand on évoque le nom, ton nom de famille, Trigano, on pense évidemment à ce fameux Club Med. Alors, un petit historique. Il y a un Gérard qui crée et il y a un Gilbert qui développe. Mais t'as tout dit. Voilà, merci beaucoup. C'est très sympa d'être venu ce soir. Passer à la suite du repas. Oui, c'est ça. Hein, c'est Gérard Blitz, 1950. La guerre vient de se terminer. Les hommes, les femmes ont souffert 1000 privations, 1000 martyrs. Gérard Blitz est sportif d'origine belge, à qui le gouvernement de Belgique avait demandé de s'occuper de la réinsertion des hommes et des femmes qui sortaient des camps. Et il avait organisé ça en Suisse. Et donc Gérard avait envie de faire quelque chose, pas du tout une affaire commerciale, et il décide de créer le Club Méditerranée. Il n'a pas un rond et il cherche un fabricant de matériel de camping pour équiper le premier village qui va ouvrir à Alcudia, aux Baléares. Et il va au ministère de l'Industrie, on lui donne un bottin, un annuaire avec toute une série de sociétés. Et dans les sociétés, il voit Trigano, père et fils. Et il se dit, autant appeler une famille. Et donc, il prend son téléphone, il appelle, et la destinée fait que c'est mon père, Gilbert, qui répond. Et Gérard Blitz lui dit, voilà, je vais créer un club de vacances, je vais ouvrir l'été prochain aux Baléares, je vais le faire en matériel de camping, je vais héberger les gens en matériel de camping. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vous garantir de loyer. Et tout. Et Gilbert lui dit, ben, venez, racontez-moi l'histoire. Et Gérard vient le soir même, raconte l'histoire à Gilbert. Gilbert tombe amoureux de Gérard et Gérard tombe amoureux de Gilbert. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Et Gérard va vite se retirer parce qu'il avait envie de faire d'autres choses. Et Gilbert va faire de cette petite affaire espèce d'empire avec, au début des années 90, 25 000 personnes, 150 implantations et 1 200 000 clients par an. Le premier, donc, c'était au Baléares, hein, le premier Club Med. Donc, quelque part, on peut dire que vous étiez précurseur, vous avez inventé le premier mythique. Ça tient un peu du mythique, oui. Sauf que à la fin à la fin du premier été du club au Baléares, l'évêque de Palma demande à voir les responsables du club et leur dit, écoutez, l'année prochaine, vous ne pourrez pas venir. Et les gars du club disent pourquoi ? Parce que c'est un scandale, les femmes sont en maillot de bain et c'est une déprédation, c'est le début de l'enfer. Il n'est pas question qu'il y ait des femmes en maillot de bain au Baléares, maillot de bain de 2 pièces. Il n'avait pas tort quand même, hein, il n'avait pas tort. Quand même. Il y a des trucs à pas faire quand même. Hein, et 20 ans après, le même évêque vient bénir le club Méditerranée de Porto Petro, au Baléares, et dit à Gilbert, Monsieur Trigano, si j'avais su au moins avec vous, elle portait le haut. Cette année, il ne porte même plus le haut. 1997, alors ça c'est beaucoup moins drôle, tu es viré. Voilà. Ouais. Donc là, t'es PDG du Club Med, tout le monde te serre les pompes, tout le monde t'aime. Et quand t'es viré, t'as eu des copains encore qui sont restés ou c'était vraiment le téléphone tu perds 99,9% de tes contacts. Vraiment ? Ah oui, vraiment, oui. Donc il y en a plein qui t'ont déçu ? La majorité, oui. Ouais. Quelques noms d'enfoirés, non ? Non, sûrement pas. Non. 2008, donc tu crées ce fameux concept Mama Shelter. Alors, ça vient d'où ? Alors, qui connaît déjà Mama Shelter ? Ouais, quand même, tu cartonnes. Hein. Par rapport à tout à l'heure, le trop. Alors, il y a Canasson qui a un peu des machins dans l'aile. Hein. Pas les mêmes marges. Donc, le concept, c'était quoi ? C'était quoi de créer du tourisme dans la ville après une époque avec le tourisme à la plage ? L'intuition qu'on a eue, on aurait dû se casser la gueule, c'était de se dire, le XXe siècle, grosso modo, a été pour les vacances le siècle du tourisme des plages, et ce ne serait pas impossible que le XXIe siècle soit celui des villes. Parce que les vacances se sont raccourcies, ce qui a fait la fortune du club, c'était les gens qui partaient 3 semaines en vacances en Méditerranée. La Méditerranée est une mer de paix à l'époque. La famille était une institution qui tenait bien. Le soleil n'avait que des bénéfices. À l'aube des années 2000, la Méditerranée, malheureusement, est devenue une mer un peu plus compliquée. Un mariage sur 2 se termine en divorce et donc il y a toute une nouvelle donne avec les familles monoparentales qui partent en vacances. Plus personne ne prend 3 semaines ou 4 semaines de vacances, on prend des quelques jours, des 8-10 jours. Des vrais changements. Voilà, et donc on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire sur les villes.
Et à l'époque, l'offre hôtelière sur les villes était sans grand intérêt. C'était des boîtes à dormir. Voilà. Et on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire en faisant rentrer l'énergie de la ville dans nos mamas, en faisant en sorte que les habitants de la ville se sentent bien dans un mama shelter. Et je crois qu'un des éléments de la réussite du mama, c'est ça, c'est que c'est ouvert aux habitants de la ville. Et quand vous êtes à Los Angeles sur le rooftop, vous prenez un verre avec les gars et les filles de Netflix, de CNN, donc vous sentez un peu les palpitations de la ville. À Bordeaux, vous êtes avec les jeunes Bordelais. Voilà. Avec Ronan. Voilà, et c'est un peu ça, enfin, je pense, une des raisons du succès. On a ramé un peu pour monter le financement parce qu'en oui, alors c'est ça, le tout premier c'était Bagnolet. Alors comme lieu de vacances, c'est quand même un peu mieux faire, non, Bagnolet? Ouais. Bah, et alors tu allais voir un banquier, tu lui as dit bonjour, je veux des sous. J'allais voir un banquier, il me disait écoutez, vous avez été viré, donc déjà, en France, quand tu as été viré, c'est pas très bon. Vous implanter dans le 20e arrondissement ou 19e, ça n'a aucun intérêt. C'est exotique en tout cas, non? Bon. Et en plus, on fait ou de l'hôtellerie ou de la restauration, mais on ne fait pas les deux. Voilà. Donc j'en ai vu, j'ai fait le calcul il y a quelque temps quand j'ai écrit un petit bouquin. Je me suis fait jeter par 80 investisseurs banquiers. 80 investisseurs banquiers qui t'ont dit non? Non. Il y en a un qui a dit oui. La caisse d'épargne. Oh là là là. Non, mais c'est bien de le rappeler. Donc là, création du premier. Avec des gens autour de toi, certains tu les vois toujours, Philippe Starck par exemple, et le feu Alain Sandrins. D'abord, moi j'ai eu la chance de travailler avec mes fils. J'avais travaillé toute l'époque du club avec mon père, donc j'aime bien travailler en famille. Là, j'ai travaillé avec mes fils. Ça s'engueule jamais là en famille? Ça s'engueule, bien sûr. Oui, ça s'engueule, bien sûr. Mais il y a une vraie relation de confiance. Voilà. Donc, en plus, j'ai deux fils complètement différents l'un de l'autre. L'un est très sur le fric et l'autre est en train de bâtir la marque pour les 20 ans qui viennent. Donc, ça donne de temps en temps des clashs assez violents, mais c'est ça qui fait la force. Et il y avait autour de la table mes deux fils, Philippe Starck, génie absolu du design. Alain Sandrins, le regretté grand chef. Avec Starck, tu avais des soucis parce que tu avais des lampes là, dans les chambres et puis tu n'avais pas de sous. Alors ouais, bon, on a donc eu la chance d'avoir Starck avec lequel moi j'ai eu des contacts quand j'étais au club parce que je voulais qu'il redécore des villages du club. Et quand l'histoire du club s'est arrêtée, Starck, c'est un des rares, dans le 0,01%, il m'a dit si vous refaites un truc, la famille, moi je refais avec vous. Les banquiers t'avaient dit ça aussi d'ailleurs. Oui. Et donc on a fait avec Philippe, et Philippe est un génie, enfin vous allez le voir, il dessine, il a le papier calque, il a son feutre et il dessine l'hôtel en même temps que vous voulez expliquer ce que vous avez envie de faire. Et on était à la fin du projet, il avait tout dessiné. Et on va le voir avec mon associé, il avait acheté des lampes de chevet qui coûtaient 150 €. Bon. Et 172 chambres, 150 €, ça passait pas. Ça fait du pognon. Ouais. Donc on va voir Starck et on lui dit Philippe, on est désolé, ça marche pas. Et Philippe a toujours été adorable, agréable. Et ce jour-là, je ne sais pas s'il était de mauvaise humeur ou pas. Il me dit j'en ai marre de travailler pour des pauvres, tirez-vous, c'est fini. Mama Shelter, vous le gardez, je ne veux plus entendre parler. Bagnolet, je ne sais pas où c'est. Bagnolet, c'est fini, terminé. Bon, donc on part, désespéré avec mon petit associé. On arrive dans nos bureaux. On avait à l'époque des magnifiques bureaux que j'avais pris rue Vieille du Temple pour essayer d'éblouir des banquiers. Donc les bureaux étaient très beaux, mais ça ne servait à rien. Et puis 2 heures après, l'assistante de Philippe nous appelle et nous dit écoutez, monsieur Starck vous attend, il a peut-être quelque chose pour vous. Et on retourne donc en courant voir Philippe. Et Philippe nous dit écoutez, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Et Philippe avait envoyé une de ses assistantes chez Leroy Merlin acheter une lampe de chantier, 2 € balle. Et il avait envoyé une autre assistante acheter le masque d'Astérix. Et il colle le masque sur la lampe de chantier et il dit voilà la lampe de chevet. Bon, on regarde. Bon, évidemment, c'est impossible de lire avec une lampe de chevet pareille, mais on l'installe dans les chambres. Et les journalistes ont dit vous êtes des génies. Et on a fait la couverture des magazines de design au Japon en disant ces types sont absolument des génies. Ils ont réinventé la lampe de chevet, c'est absolument formidable. Et on s'est mis revendeur de masques d'Astérix et ça a été une partie de notre fortune. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien de mamas, Serge? On vient d'ouvrir le 14e à Rome, qu'on a inauguré hier. En France, il y en a à Paris bien sûr, il y en a aussi à Bordeaux. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse. 2 à Paris puisqu'il y en a un nouveau qu'on vient d'ouvrir à la porte de Versailles. Et on ouvre dans quelques jours Lisbonne. Et on ouvre l'année prochaine à Dubaï, à Bucarest, et un 3e à La Défense. Et il y en a une dizaine en construction. Qui a trouvé la marque? C'est tous les 3 en famille avec les fistons? Le nom, c'est une discussion entre Starck, qui a eu l'idée de shelter, cette notion d'un lieu qui est ouvert à tout le monde, où on se sent protégé. Et Benjamin, mon fils qui vit à Los Angeles, qui a eu le nom de la mama,
la femme qu'on aime le plus au monde, notre mère, qui s'occupe de nous, qui nous nourrit même quand on n'a pas faim, qui nous remonte le moral quand il est dans les chaussettes. Et on a mis Mama Shelter. Pareil, les quelques personnes à qui on l'a proposé nous ont dit que c'est un nom à la con, ça ne marchera jamais. Ouais. Et aujourd'hui, la notoriété de Mama est bien plus forte que la réalité de la boîte. Incroyable, quoi. Alors, le capital de la boîte, on en est où là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, Mama appartient à 100% au groupe Accor, voilà. Qui développe un pôle lifestyle. Ils ont repris l'intégralité du capital il y a quelques semaines, quelques mois. Et ils vont développer donc, cette activité qu'on appelle lifestyle, dans lequel ils ont mis Mama Shelter, 25e heure, qui est un peu le même truc que nous, mais en allemand. Ils ont lancé Joe & Joe, qui sont des auberges de jeunesse. Et ils se sont rapprochés d'un groupe qui s'appelle Hoxton, qui a été créé par un Indien formidable. Et donc, ils ont fait une boîte qui va s'appeler Ennismore et qui va porter tous ces investissements. Et nous, on reste pendant 4 ans pour les conseiller. Les accompagner, quoi. Cette période Covid, comment tu l'as vécue? Mal, mais on a été formidablement aidé par l'État. Tu vas voter Macron l'année prochaine ou pas? Bien sûr, oui. Bien sûr. Allô Xavier, ouais, c'est le bordel à droite là. Non, oui, parce que honnêtement, c'est facile de critiquer. Moi, j'ai pu comparer ce qui se passe dans les autres pays où on est implanté. Si on n'avait pas eu ces aides-là, on serait mort. Bon. Enfin, voilà. Donc, bravo, merci. Il n'y a rien à dire. Voilà, et ça repart très très fort. Nos hôtels sont pleins depuis 3 semaines, un mois, les hôtels et les restaurants. Le carnet de commandes pour l'année prochaine est en train de se remplir. On discutait tout à l'heure avec les équipes qui gèrent le parc parc d'exposition oui. de la Porte de Versailles, qui nous expliquaient qu'avec les commandes qu'ils ont aujourd'hui, 2022 va être leur meilleure année historique parce que tous les salons qui ont été annulés sont en train de se reporter sur l'année prochaine, que les entreprises ont besoin de se retrouver, de recréer du lien. Et on fait des journées incroyables à la Porte de Versailles, à Paris, à Lyon, à Toulouse. Voilà. Donc je crois que c'est reparti. Bien sûr, il faut espérer qu'il n'y ait pas de 5e vague. On ne sait pas. Mais voilà, donc oui, moi je suis très optimiste pour la suite. Les projets, c'est quoi? Parce qu'avec tout le pognon que tu as touché en vendant à Accor, quand même... J'ai pas de quoi m'acheter de 160 chevaux. Hein. Ouais. 160. Ou 160 encore. Il fait un même prix 160, c'est pas quand même. Mais il y a quelques... Le prix de vente, d'ailleurs, est confidentiel? Oui, Accor ne veut pas communiquer. Bon, alors? Comment? Combien? Alors, les différents projets. C'est un miracle de vendre une chaîne hôtelière en pleine période de Covid. Ça, c'est clair. D'où ma question sur le prix. Quel que soit le prix, c'est formidable. Ouais. Voilà. Les projets, donc vous continuez à travailler en famille. Alors, bien sûr, vous accompagnez encore pendant 4 ans, ça c'est important. Mais en parallèle, quand on est entrepreneur, on est vraiment entrepreneur. On travaille sur 2-3 projets. Un premier projet d'une hôtellerie économique, encore plus radical que Mama, avec Philippe Stark. D'accord. On va essayer de sortir quelque chose d'intéressant. On essaye de réimaginer ce que pourraient être les maisons de retraite de demain, en apportant la petite touche Trigano à des lieux souvent un peu tristes. Et puis on réfléchit à monter une école de formation pour les métiers du tourisme, pour redonner un peu le goût aux jeunes de travailler et puis de travailler dans nos métiers, parce que c'est vrai qu'on a perdu un peu de monde et que les écoles hôtelières sont un peu classiques dans leur mode de fonctionnement. Nos métiers sont en train de changer. Il faut essayer d'imaginer l'école hôtelière de demain. Avant les questions spontanées, donc c'est Jean-Pierre qui a posé la première question. Tu as recréé Mama à l'âge de 60 ans. Donc on peut être entrepreneur à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Tu avais envie de prouver quelque chose ou pas? Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu as envie de bouffer de l'ancien actionnaire du Club Med? J'ai envie de prouver que c'était pas aussi con et aussi nul que ce qu'ils avaient dit. Mais non, moi, t'avais vexé quand même. Ah bah oui, c'est un peu violent. Oui, c'était un peu violent. En plus, bon, c'était pas d'une grande élégance, mais ça, c'est la vie. C'est la vie des affaires. Il y a rien à dire. C'est comme ça. Ceux qui contrôlent le capital d'une entreprise ont le pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, ils décident de vous dégager. Ils vous dégagent. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà. La façon dont ça a été fait, c'était pas génial, mais bon, encore une fois, c'est passé. Non, moi, j'avais 50 ans quand ça s'est passé, ni l'envie ni les moyens de prendre ma retraite, envie de refaire des trucs, la chance d'avoir une femme qui m'a accompagné, qui m'a pas laissé tomber ce qui pourrait arriver, d'avoir 2 fils formidables à mes côtés, voilà, et puis on est reparti, on est parti un peu à l'instinct. Je veux dire, on n'a pas fait de grandes études de marketing. On aurait fait une étude de marketing sur le Mama Shelter. Elle aurait dit que ça ne marchera pas. Je suis en train de bagnoler en plus. Question, Jean-Pierre, et après Pierre-Henri de Menton, le patron de la rédaction du magazine Challenge. Alors avant tout, ce n'est pas une question que j'ai envie de poser, c'est rendre hommage à la famille Trigano, au nom Trigano, parce qu'en vous écoutant, on s'aperçoit que vous êtes dans l'écoute du consommateur avec une vision. Moi, je peux vous offrir un témoignage. J'avais 20 ans, je me suis retrouvé géo au Club Med. Ah oui.
Alors, on a retrouvé quelques témoignages féminins, d'ailleurs, qui confirment cette occupation saisonnière. Non, mais l'histoire est importante à raconter parce que c'est une histoire incroyable. Je me retrouve moniteur de voile. Donc, pour être recruté moniteur de voile, j'ai un entretien d'embauche où on me pose 4 questions dans un bureau et je deviens moniteur de voile sans diplôme. Ensuite, je reçois... Et avec le mal de mer, en plus. Ouais. Ensuite, je reçois un télégramme chez ma grand-mère qui me dit il faut absolument être là, gare de Lyon. Et on me dit ça sera un village en Italie, à Palinuro. Donc, vous n'avez pas Wikipédia, vous n'avez rien. Je monte dans le train à 17h. Et je me dis le lendemain matin au réveil, alors, il n'y avait pas de couchette, il n'y avait rien. On va arriver à l'hôtel, on va arriver au Club Med. Et à 9h, rien. À 11h, rien. À 14h, rien. À 18h, rien le lendemain. Donc, on venait de passer 24 heures dans le train. Et on arrivait, c'est pour ça que c'est un témoignage important, on arrivait à Palinuro à 21h. Et comme il y avait généralement 2 à 3 heures de retard, on arrivait à 22h ou 23h. Donc, c'était la France qui partait en vacances avec le Club Méditerranée. On prenait le train à 17h et on arrivait le lendemain soir, à 21h, 22h dans un village. Et merci pour ce témoignage. Non, mais c'est important. Ça a été prof de géo, toi, un jour. Non. C'était une histoire qu'on a oubliée, où quelque part le consommateur, pour partir en vacances, il faisait un effort incroyable et c'était le Club Med qui nous permettait d'y aller. Voilà, donc c'est ça qui est important. Et t'as pas de question, non, bon. Non. Très bien. Donc Pierre-Henri, après Mathieu, le patron d'Epoca, qui a posé une question à Serge. Donc on vous conseille de lire matin, midi et soir le magazine Challenge. Vous allez voir de têtes connues, notamment celle de Pierre-Henri, qui est un garçon juste exceptionnel. Moi je voulais savoir, on parle beaucoup d'évolution sociétale. Mama Shelter était vraiment un exemple flagrant ces dernières années. Et maintenant, on parle beaucoup de co-living, co-working, co-génération, les étudiants qui s'occupent des seniors dans des EHPAD New Look, etc. Vous êtes, vous, là, dans une phase un peu de laboratoire, d'observation. Quelles sont les tendances qui se dégagent, selon vous, dans les années qui viennent? Vous avez 3 heures, monsieur Trigano, 3 heures. Non. Honnêtement, moi, je ne suis pas un grand fan du monde d'après le Covid. Je crois que les données de base de nos métiers vont rester les mêmes. L'envie d'aller vers les autres, l'envie d'apporter un peu de bonheur, l'envie qu'une soirée dans un hôtel ou dans un restaurant soit autre chose qu'une chambre froide, incolore, inodore et sans saveur. Après, chacun y trouve ce qu'il a envie de faire. Je veux dire, quand vous venez au Mama, vous pouvez avoir une partie un peu bruyante et faire la fête. Vous pouvez rester tranquillement dans votre coin. À côté de ça, nous, on a développé du coworking, qui marche gentiment. Le co-living peut aussi connaître du développement. Moi, si vous voulez, pour moi, dans nos métiers, notre vrai concurrent, c'est le groupe qui loue les appartements, qui loue Apart City. Non. Airbnb. Ah oui, voilà. Airbnb, pour moi, le vrai enjeu, c'est d'être capable de concurrencer Airbnb, qui est une magnifique réussite, voilà, mais qui n'offre, quoi qu'ils disent, qu'une seule chambre ou qu'un appartement. Et moi, je crois, enfin, ça a été ma vie au club et c'est ma vie au Mama, j'ai envie qu'il y ait un peu plus que ça dans l'offre. Alors, on va faire du coworking, on va faire du co-living, on va faire tout un ensemble de choses. Pour moi, le métier de base, c'est un métier d'hôtellerie qu'il faut enrichir et il faut surtout redonner le goût à des jeunes d'y travailler. Parce que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est pas tellement de trouver des concepts nouveaux, c'est d'attirer des talents pour travailler dans nos métiers. Le vrai problème auquel on est confronté, tous les restaurateurs, les hôteliers aujourd'hui, c'est une fuite de talents. C'est des gars et des filles qui veulent plus travailler les week-ends, qui veulent pas travailler le soir, ce qui est un peu embêtant dans des métiers comme les nôtres. Donc il faut arriver à redonner de l'appétit, redonner le goût à des jeunes garçons et filles sur ces métiers. Et si on arrive à ça, après on va tous faire des choses formidables et on va faire évoluer nos métiers. Mathieu, le patron d'Epoca, qu'on peut retrouver sur ETI Radio, mon cher Mathieu. Et après, ça sera Christophe Girard, le président de JCB. Écoute, voilà. Merci. Bravo déjà pour ce parcours entrepreneurial extraordinaire. Des questions simples. Ta plus grande réussite, ton plus grand échec et ton prochain projet? Oula. Mon plus grand échec, c'est le club. Ma plus belle réussite, c'est la réussite avec mes fils. Et mon futur projet, c'est de réimaginer, encore une fois, ces maisons de résidence senior et de redonner du sens à la vie des gens
qui vieillissent un peu et de donner du sens à ça. Pas uniquement de faire une belle installation avec un beau design, une bonne bouffe, mais d'aller au-delà de ça, de jouer sur la transmission, de jouer sur un jeu des valeurs. Et ça va être pour moi sûrement mon dernier pari. Vous avez abordé le sujet d'attirer les talents. C'est un sujet qui nous concerne pour beaucoup. Qu'est-ce que vous faites pour attirer des talents dans votre métier? Comment vous faites pour orienter des jeunes vers des professions finalement qui sont passionnantes, mais qui sont probablement peu connues du monde extérieur, peu connues des parents, et qui ne représentent pas forcément l'idéal des parents de tous ces jeunes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bonne question, Philippe. Serge. J'essaye d'abord de mettre en valeur nos métiers, de faire comprendre que tous ces métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du voyage sont les grands métiers de demain, qu'on va voyager de plus en plus, qu'on va vieillir un peu plus longtemps et donc on aura des revenus pour voyager, on aura du temps. Et donc c'est un métier qui ne va cesser de croître. Je leur dis qu'il faut arrêter de critiquer le tourisme de masse et le tourisme populaire, qu'il n'y a pas uniquement le tourisme élitiste des gens qui descendent au Cipriani à Venise, mais je respecte aussi les centaines de personnes qui suivent quelqu'un avec un petit drapeau et qui sont fous de bonheur d'aller à Venise ou à l'Arc de Triomphe, pour qui c'est un grand moment de vie et qu'il faut respecter ces gens-là aussi. Donc j'essaie de mettre en valeur le métier qu'on fait. Après, j'essaye de leur dire que c'est un des rares métiers dans lequel il y a un formidable ascenseur social. Et au Mama comme au club, on voit ce que sont devenus des géos. Au Mama comme au club... Il est arrivé. Non, mais c'est vrai, au Mama... Le club était une école de vie. On apprenait au club à parler avec les autres, à communiquer. Bon. Et le Mama, j'essaye de faire un peu la même chose. C'est pas uniquement des tâches hôtelières, c'est d'aller au-delà de ça. Bon. Et donc de leur dire à quel point ce métier est généreux, il est beau, et comment ils peuvent évoluer chez nous. Et nous, pratiquement tout l'encadrement du Mama, c'est des gars et des filles qui ont commencé avec nous en 2008 et qui ont grandi avec nous et qui ont pris des postes de responsabilité. Et ça, il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels on peut raconter la même histoire. Voilà, donc j'essaye de jouer là-dessus. Et ça marche pas trop mal parce qu'on a pratiquement remplacé tous ceux qui nous ont quittés et on est reparti pour en trouver d'autres pour grandir avec eux. Allez, dernière question, Thibaut. Bon, en tout cas, bravo pour ce très beau parcours. Le président de Divine. Impressionné. On équipe pas mal de Club Med, quelques Mama Shelter. Donc, personne n'est parfait. Voilà, personne n'est parfait. Tu verras, dans l'hôtellerie économique, tu vas être bien aussi. Oui. Non, je suis impressionné par le parcours. Et alors, qu'est-ce que vous imaginez pour vos fils comme parcours? C'est quoi le prochain truc qu'ils vont lancer? Ils vont lancer avec moi. Enfin, je vais lancer avec eux parce que maintenant, c'est eux qui vont diriger les choses. Une maison de retraite que tu vas tester en premier. Une maison de retraite pour des vieillards comme moi. Mais il faut bien tester. Et puis le projet avec Stark, c'est un projet qui est porté par mes fils. On était avec Philippe à Lisbonne il y a quelques jours. Ce type est un génie. C'est un bonheur de travailler avec lui. Il a à la fois le sens du beau, le sens de l'énergie et le sens de l'argent. Parce que Stark, c'est pas un décorateur qui fait des beaux dessins et puis qui après vous laisse. Stark, il sait ce que ça coûte. On l'a vu d'ailleurs avec l'histoire des lampes de chevet du Mama. Non, mais c'est vrai, quoi. Il est capable de réfléchir comme il fait des produits pour du ravi, des produits industriels. Il sait ce que ça coûte. Et donc, quand on lui dit on veut arriver à sortir une chambre à 35 000 €, il va nous aider à sortir une chambre à 35 000 €. Et elle va être belle à mourir parce que Stark est un génie de la beauté, mais ça va beaucoup au-delà de ça. Et ça va être le projet de mes fils. Et j'espère qu'ils vont accepter que je les accompagne un petit peu. Bon, Ronan, la dernière question, peut-être une question sur le vin. En tant que directeur général de Clinet, également président de Lyon et Grand Cru de Bordeaux, peut-être? J'ai envie de dire, quels sont les projets que vous auriez, hormis la maison de retraite ou les centres de vacances, dans la continuité des questions qui ont été posées précédemment? Écoutez, à 75 balais, c'est déjà pas mal. Si j'arrive à faire un quart du dixième de ce que je vous ai raconté ce soir, ça m'ira très bien. Bonne soirée à vous et merci. Merci beaucoup, bravo Serge, merci.